D'après ChatGPT, on serait entre 10 et 30% de l'humanité à être doué de métacognition. En gros, à être capable de penser ce qu'on pense, de penser comment on pense et de changer la manière dont on pense. Cette stat, si on y pense, est assez flippante. Euh, Si c'est ton cas, que tu as de la métacognition, il y a de fortes chances que l'arrivée de l'IA générative, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, ait bouleversé ta vie. Moi, c'est le cas, et notamment en voyant comment prompter une intelligence artificielle, j'ai réalisé à quel point je me promptais mal en tant qu'humain, à quel point le langage que j'employais pour me parler était parfois faible et insuffisant. Je vais te donner un exemple qui est le thème de cette vidéo, c'est l'exemple du temps. On est beaucoup aujourd'hui à courir après le temps, à essayer toujours de l'optimiser, voire à en manquer. Si c'est pas ton cas, il y a des chances, soit que tu sois rentier. Dans ces cas-là, je peux pas témoigner de mon expérience. Soit que tu aies, par exemple, des problèmes, que tu n'arrives pas à trouver du boulot, auquel cas ton temps t'enferme un peu. Tu le sens pas forcément bien employé et ça te fait angoisser d'avoir tout ce temps libre. On cherche à se dégager du temps libre quand on est dans la vie active et tout ça cause du stress, cause des questionnements. Alors moi j'ai lu Atomic Habits, Deep Work, enfin tous ces best-sellers, j'ai écouté des heures et des heures de podcasts, de vidéos pour trouver des méthodes pour optimiser le temps, résoudre la question du temps. Toutes ces méthodes-là m'ont donné, bien sûr, des résultats intéressants. Il y a des choses que je garde aujourd'hui dans ma vie, mais j'étais quand même pas satisfait. Pour moi, j'avais pas répondu vraiment à la question du temps. Et puis c'est tout dernièrement, en lisant le livre de l'Ecclésiaste dans une traduction par Jean-Yves Leloup, que j'ai eu enfin la réponse que je cherchais. C'est ça la grâce, hein, c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve. Dans la préface du livre, qui est déjà très intéressante, mais surtout dans la postface, où Jean-Yves Leloup nous parle de 3 temps. Il n'y a pas un seul temps, c'est vrai qu'on utilise le mot temps pour parler de tous les temps possibles, mais il y a 3 temps à minima, hein, et le premier, donc, c'est chronos, le temps chronologique, le temps mesurable, le sable qui s'écoule dans le sablier, les secondes qui défilent sur nos montres. Chronos, c'est le temps après lequel on court, hein, quand on essaie d'optimiser sa journée, sa semaine, son mois, son année. C'est aussi le temps un peu irrévocable, hein, le temps qui s'écoule et qui fait que notre collagène se renouvelle moins vite et qu'on a besoin de dormir plus le soir pour être en forme le lendemain. Ce temps-là, le fait qu'on aimerait recapturer notre jeunesse. Et justement, on aimerait recapturer notre jeunesse, c'est pas que notre jeunesse biologique qui est liée à Chronos, hein, notre chronologie, mais c'est également le temps du désir, le temps des états internes et des affects. Et ce temps-là, c'est Kairos. Voilà, le temps aussi des identités. Je te souhaite d'avoir eu une vie où tu n'as pas tout le temps été intéressé par les mêmes choses, eu les mêmes désirs qui t'ont mis en mouvement, aimé le même type de personnes, de nourriture. Il y a cette évolution, il y a un temps du désir, il y a un temps pour l'ouverture, un temps pour la fermeture, il y a un temps pour la joie, un temps pour le deuil, un temps pour l'expression publique, un temps pour le recueillement. Tout ça appartient plutôt d'un temps subjectif, d'un temps émotionnel, donc Kairos. Kairos, c'est un peu le truc qui faisait qu'on trouvait les mois interminables quand on avait école et que les vacances passaient trop vite. Voilà, pour prendre un exemple simple qui parlera à tout le monde. Chronos et Kairos se chevauchent, mais c'est pas les mêmes courbes, ils obéissent pas à la même temporalité. Et dans Kairos, il y a quelque chose qui est pas tant mesurable, qui est plutôt de l'ordre de l'affectif, du personnel. Et enfin, le dernier temps dont parle Jean-Yves Leloup, c'est Olam. Olam, le temps d'éternité, le non-temps, souvent traduit d'ailleurs dans les traductions du corpus biblique par les siècles des siècles. Donc il y a à la fois une éternité, mais pas une éternité au sens chronos, hein, au sens mesurable, vu qu'on peut pas se représenter l'infini, et en même temps l'infinité de l'instant, hein, le fameux instant présent. Voilà, qui est en gros cette espèce d'idée que finalement tout vient et retourne à la poussière et que la danse de la vie n'est que la lumière qui éclaire des particules agencées différemment mais qui rejouent des formes, finalement des conflits et des scènes qui se répètent à travers les temps, à travers Chronos. Et c'est vrai que en prenant en compte cette grille d'analyse des 3 temps, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, on mélange souvent Chronos et Kairos et on oublie la fin du parcours qui est que finalement, on s'incarne sur une fenêtre assez courte,
sauf si les géants de la tech arrivent à trouver la pilule contre la mort, mais enfin, jusqu'à présent, on est parti pour y passer un jour. Et on se crée comme ça de la confusion du malheur en confondant le temps de l'identité du désir avec le temps chronologique. Hein, c'est les phrases qu'on entend chez beaucoup d'hommes, de femmes, de « à mon âge, je devrais pas en être là ». Il y a une confusion entre ce que je veux vraiment, peut-être que je me retrouve là parce que j'ai pris des choix de vie qui en termes d'identité, de désir, faisaient plus sens pour moi que ce qu'on attendait chronologiquement dans le temps social, dans le temps temporel, hein, dans le temps en gros des gens, le temps qui est le même pour tous, de moi. Et aujourd'hui, il y a cette pression entre Chronos, hein, la fameuse horloge biologique pour les femmes, et Kairos, qui est l'horloge du désir. Les deux sont pas toujours accordés. Et des fois, on se fait du mal au lieu de se poser, de se considérer que bon, là, peut-être, j'ai pas le désir pour quelque chose de précis à cet instant T, mais je prends aussi conscience de Chronos qui passe et de certaines opportunités qui me seront peut-être plus offertes dans un temps mesurable, prévisible. Et j'avais envie, pour illustrer ce principe des 3 temps dans le storytelling, de parler de Heat, le film Heat de Michael Mann avec Al Pacino et Robert De Niro. Si t'as pas vu Heat, eh bien je t'invite à couper cette vidéo et aller le voir. Si tu t'en fous quand même d'être spoilé, coupe quand même cette vidéo, ça vaut le coup de voir Heat. Voilà, je te laisse 3 secondes, n'oublie pas de t'abonner en partant. Merci. Heat fête ses 30 ans et Heat est un film majeur, peut-être un des derniers grands classiques hollywoodiens au sens académique du terme, même si, comme beaucoup des films de Michael Mann, c'est également un film très avant-gardiste, en avance sur son temps et qui a bien vieilli. Et je me suis dit finalement, Heat est une histoire aussi réussie parce qu'il y a ces 3 temps dans le récit. Il y a Chronos, Chronos c'est ce qui drive toute l'intrigue du film. En gros, De Niro et son équipe braquent des banques, des fourgons et doivent monter un coup. Et pour ça, c'est millimétré, ils se chronomètrent. Hein, le temps, c'est quelque chose qui est récurrent comme thème dans les films de Michael Mann. Toujours une unité de temps très précise. Et de l'autre côté, les flics menés par Al Pacino qui, pareil, manquent de temps, courent après le temps et doivent arrêter cette bande de braqueurs professionnels avant qu'ils commettent d'autres méfaits. Voilà. Donc là, l'unité de suspense tout au long de l'intrigue. Mais il y a également Kairos qui est au centre du film. Hein. Kairos, le jeu finalement du désir, de ce qui nous meut. De Niro hésite justement à abandonner cette identité de braqueur ultra rigoureux, presque monacal. Hein. À un moment, Al Pacino lui demande est-ce que tu es une sorte de moine, et De Niro acquiesce. Métaphore intéressante pour, pourquoi pas, vivre une histoire d'amour avec une femme dans un lieu de rêve. C'est encore un thème très présent dans le cinéma de Mann, à savoir les îles Fidji dans le film. Et donc, il est comme ça, dans cette idée de se dire, allez, un dernier coup et je raccroche. Là où Al Pacino, lui, qui vit l'amour avec une femme, mais qui a un amour, on va dire, blessé, dysfonctionnel, toxique, dirait-on, à notre époque, qui criminalise les relations amoureuses, lui, finalement, est trop addict à l'adrénaline de Chronos, à son métier. Il se vit comme un chasseur. Il chasse les méchants. C'est ça qui le fait sentir vivant. Et il trouve pas de vitalité comme ça dans l'amour, dans la douceur, dans la tendresse qu'il pourrait partager avec une femme. Donc il a le parcours inverse. Lui, il est obsédé par son boulot. Il peut pas raccrocher. Donc il y a ce jeu comme ça en miroir du désir. Et bien sûr, il y a la fin de Heat, c'est pour ça que je t'avais dit de quitter la vidéo, attention, ça va spoiler, mais il y a ce moment où De Niro reçoit comme ça une intuition, une illumination carrément quand il traverse un tunnel, hein, image intéressante. Il abandonne le plan de fuir avec la femme qu'il aime pour faire demi-tour et aller rendre la justice à coups de flingue et descendre l'espèce de fou furieux qui est responsable de la mort de son équipe de braqueurs. Ce geste héroïque, chevaleresque, on va dire, hein, là, dans ce cas-là, on est dans Olam, on est dans le temps éternel. De Niro, devient une sorte de chevalier, là où avant c'était justement quelqu'un de pragmatique. Il sort de son pragmatisme pour aller dans le romantisme, et c'est ce moment qui va le perdre, parce que dans ce cas-là, il perd du temps, il perd du chronos, il se fait rattraper par Al Pacino. Dernière confrontation sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LAX, et c'est Al Pacino qui l'emporte avec une subtilité due à un jeu de lumière comme ça. C'est lui qui tire le premier et qui arrive à descendre De Niro, et il y a vraiment l'image du chasseur à la fin et le comportement de Niro, de l'animal blessé qui sait qu'il va mourir et qui est en train de quitter cette terre.
et de quitter cette terre sans regret, et cette tristesse dans le regard d'Al Pacino, qui a un respect profond pour De Niro qui vient de descendre et qui vient de comprendre que il vient de tuer le Apex Predator, quoi. Il trouvera pas plus gros comme gibier à coffrer dans sa carrière, et donc c'est la fin d'un cycle, c'est aussi une mort quelque part pour lui, vu que son identité était définie par son travail. Et il y a ce tragique, justement, ce sens du fatum qui est de l'ordre de l'éternité, hein. Ils vivent un moment, justement, un dernier moment suspendu dans un pur présent, et c'est ce qui clôt le film. Voilà, avant le générique, et je crois que la musique c'est Moby. Enfin voilà, Heat est un chef-d'œuvre absolu du cinéma, un film, je l'ai revu il y a même pas 6 mois, mais rien que d'en parler comme ça, j'ai envie de courir le revoir. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une bonne grille de lecture quelque part pour savoir qu'est-ce qui fait une bonne histoire. Toutes les histoires que j'aime ont les 3 temps en elles. Pour moi, voilà, c'est ce qui fait. Je pourrais citer Jurassic Park par exemple. Il y a ça aussi. Vraiment, c'est indispensable, et c'est pas qu'un, on va dire un supplément pour nous, un supplément d'âme, un supplément de complexité, un supplément de vocabulaire pour mieux. Je faisais la blague en intro de dire nous prompter, mais nous représenter l'existence et nous représenter la complexité du temps. Voilà, le temps est une grande question, une question qui est peut-être trop grande pour être réglée en un seul mot. Un peu comme l'amour d'ailleurs, hein, je me repenche, ça m'a donné envie, et je remercie vraiment Jean-Yves Leloup pour son livre que j'ai trouvé franchement exceptionnel et qui m'a donné envie de lire d'autres. Enfin voilà, on a des talents de ce niveau encore vivants en France et pas médiatisés malheureusement, mais son livre sa traduction de l'Ecclésiaste et sa postface m'ont bouleversé, et ça m'a donné envie d'aller regarder d'autres trésors de la pensée grecque, et notamment les différents mots pour parler de l'amour. C'est en train de littéralement me faire péter le cerveau. Il me faut le temps de digérer ça, et je pense que je ferai une vidéo également sur l'amour. Il faut que je vois des exemples en storytelling, mais en tout cas voilà, il y a une vidéo sur l'amour qui se prépare. J'espère qu'elle sera aussi excitante, aussi profonde que celle-là, parce que celle-là, franchement, je l'ai tournée plusieurs fois et je suis même pas satisfait de moi là maintenant en train de la faire, de regarder mon téléphone, mais je me dis bon, faut que je la sorte à un moment. Elle est importante, il faut que tu saches, il faut que tous les gens qui regarderont cette vidéo sachent, et je te remercierai d'ailleurs de la partager autour de toi à des gens qui sûrement sont anxieux, stressés du temps, comme je peux l'être, hein. Je veux dire, je laisse maturer comme ça ces concepts et ces mots en moi depuis que je les ai découverts. Il n'empêche que je suis toujours stressé du temps, et quelque part, j'ai pas envie d'arrêter toujours d'être stressé du temps, parce que être stressé du temps, c'est aussi ce qui me donne un surplus d'énergie, hein. C'est l'énergie de la jeunesse, c'est la caféine, la taurine, le truc que sécrètent tes surrénales et qui fait que tu passes à l'action, que tu fais des choses. Par exemple, là, tourner une vidéo alors que j'étais crevé, mais voilà, il fallait que je parle des 3 temps, c'est chose faite. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi elle sera. J'avais parlé de la seconde sur la religion. Il faut vraiment que je la fasse aussi. Il y aura celle sur l'amour. Bref, j'ai aussi tout un tas d'autres idées. Mais en tout cas, plein de choses excitantes pour la nouvelle année. En tout cas, moi qui m'excite beaucoup. J'espère que tu prendras autant de plaisir à les écouter que j'ai à les faire. D'ici là, je te dis à bientôt et prends soin de toi.